Elle pensait avoir trouvé quelque chose de rare. Pas un amour de cinéma, mais une connexion brute, surprenante. Il parlait avec une douceur qu'elle ne rencontrait plus. Il l'écoutait comme si ses silences avaient de l'écho. Et pourtant, dès le départ, il y avait une ombre. Il n'était pas seul. Marié, en couple, engagé, peu importait le statut exact, il appartenait déjà à une autre histoire. Et c'est là que tout commence, dans cette zone trouble entre ce qu'il dit ressentir et ce qu'il vit vraiment. Il disait qu'il ne s'entendait plus avec sa femme, qu'ils faisaient lit à part, qu'ils restaient ensemble pour les enfants. Il disait qu'il n'avait jamais ressenti cela avec personne, qu'elle, c'était différent, et elle voulait le croire, parce que lorsqu'il lui parlait, elle sentait ses propres manques comblés, sa tendresse, ses regards, son attention tout entière tournée vers elle. C'était si facile de se convaincre que c'était vrai, que ça valait d'attendre, de cacher, de souffrir un peu. Mais voilà, un homme qui te cherche, alors qu'il est déjà pris, ne cherche pas une vie avec toi. Il cherche un miroir, un endroit pour retrouver ce qu'il a perdu en lui-même. Ce n'est pas une quête d'amour, c'est une fuite. Une fuite du quotidien, de l'ennui, de sa propre inertie. Il ne se bat pas pour construire quelque chose. Il grappille un peu de lumière là où il peut. Ce qu'il veut, ce n'est pas toi. Pas toi dans ta vérité, pas toi avec ton histoire. Il veut ce que tu réveilles en lui. Cette sensation d'être encore vivant, encore désiré, encore un homme. Et ça, il pourrait le chercher n'importe où. Ce n'est pas ta singularité qui l'a bouleversé. C'est la possibilité d'échapper à ce qu'il ne veut pas regarder chez lui. Et pourtant, il te le dira. Tu es spécial. Il te racontera ses doutes, ses blessures. Il pleurera peut-être. Il te prendra dans ses bras comme si tu étais l'abri qu'il cherchait depuis toujours. Et tu croiras qu'il te choisit. Mais il ne choisit rien. Il ne quitte pas. Il ne tranche pas. Il étire le temps. Parce que tant que tu es là, il a une échappatoire. Tant qu'il ne dit pas non à toi, il n'a pas à dire non à sa propre lâcheté. Il t'offre des miettes, mais il les saupoudre de promesses, de celles qui font patienter. Je vais lui parler. Je cherche le bon moment. Je ne veux pas blesser les enfants. Et tu entends, et tu attends. Tu vis entre deux silences. Celui qu'il t'impose quand il est chez elle, et celui que tu te forces à garder pour ne pas le perdre. Et si tout cela n'était pas de l'amour, si c'était juste un arrangement pour ne pas s'effondrer tout seul? Elle se rappelait encore de ce jour où il lui avait écrit à minuit, un simple « Tu dors », chargé d'un poids qu'elle ne comprenait pas encore. C'est souvent comme ça que ça commence, par des messages volés à la nuit, des confidences qui glissent entre deux silences. Il écrivait quand tout le monde dormait, quand la maison familiale était figée dans l'apparence du bonheur. Et elle, de son côté, était éveillée, curieuse, flattée, puis rapidement accrochée. Ce n'est pas le message qui séduit, c'est l'intention qui le traverse. Et ce qu'il cherchait, à cette heure-là, c'était une respiration. Un endroit où il pourrait s'oublier. Il n'était pas venu chercher une femme. Il cherchait un refuge pour son ego fatigué. Un refuge sans conséquences, sans exigence, sans miroir trop précis. Un homme en couple qui se glisse dans une autre relation, ce n'est pas forcément un homme malheureux. C'est un homme mal situé, mal défini. Quelqu'un qui n'a pas le courage de déconstruire ce qui ne lui ressemble plus, mais qui refuse aussi de s'y abandonner totalement. Alors il devient funambule, en équilibre entre deux vies, entre deux vérités. Il ne veut pas perdre ce qu'il a, mais il ne veut pas non plus renoncer à ce que tu représentes. Un espace dans lequel il peut se sentir à nouveau vivant, désirable, légitime. Elle pensait parfois qu'elle serait celle qui le sauverait,
celle pour qui il ferait ce qu'il n'a jamais eu le courage de faire pour personne. Elle interprétait ses gestes comme des signes d'un amour retenu, d'un futur contenu, un futur qu'il finirait par libérer. Mais ce futur n'existe que dans les creux de l'instant. Parce qu'un homme qui veut vraiment être avec toi, il ne t'impose pas la clandestinité. Il te place dans la lumière. Il choisit. Il agit. Et pourtant, combien de femmes vivent ainsi, dans cette attente invisible, à répondre à des messages qui arrivent comme des miettes d'affection, à espérer que « bientôt » signifie vraiment quelque chose, à croire qu'elles sont les élues dans un monde où elles ne sont même pas reconnues. Il y a une forme de tragédie douce dans ces histoires. Elles ne crient pas, elles ne cassent rien, elles s'étirent. Ce ne sont pas des ruptures, ce sont des absences qui s'installent dans le quotidien. Et pendant que lui dort aux côtés de celle qu'il n'a jamais quittée, toi, tu veilles avec un téléphone dans la main, une promesse en tête et le cœur à moitié plein. Il y a un moment où la lucidité frappe sans prévenir. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un drame. C'est souvent un détail. Un dimanche où il ne répond pas. Une fête de fin d'année où tu ne reçois rien d'autre qu'un silence poli. Ou ce regard que tu croises dans le miroir. Celui qui semble te demander « Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment vivre ?» Ce moment-là, beaucoup le repoussent parce qu'il fait mal, parce qu'il remet en question toute la narration dans laquelle tu t'es installée. Tu pensais être différente, être un tournant dans sa vie. Tu pensais qu'il préparait quelque chose, qu'il attendait juste le bon moment. Mais la vérité, c'est qu'il a déjà fait son choix. Il a choisi de ne pas choisir. Et en ne choisissant pas, il te laisse dans un entre-deux qui ne t'appartient pas. Là où toi, tu donnes ton cœur, lui donne son absence. Là où tu rêves d'une vie à deux, il te prête un instant entre deux obligations. Il ne construit pas avec toi, il te consomme. Il ne partage pas, il s'approprie. Et ce qu'il s'approprie surtout, ce n'est pas seulement ton corps ou ton temps, mais ton espoir. Il y a cette histoire d'une femme, appelons-la Lina. Elle avait rencontré un homme charmant, cultivé, tendre, et en apparence désespérément amoureux. Marié, oui, mais malheureux. Il lui parlait de sa solitude à la maison, de l'absence de désir, de cette femme qui ne le comprenait plus. Lina s'est prise à y croire. Elle a attendu 3 mois, 8 mois, 2 ans. À chaque fois qu'elle parlait de partir, il avait des larmes, des arguments, des presque, des bientôt. Mais il n'a jamais quitté sa femme. Et Lina a perdu bien plus que du temps. Elle a perdu la partie d'elle qui croyait encore à l'amour entier. Elle a fini par se demander si elle valait une décision. Et c'est peut-être ça, le plus cruel. Quand un homme te fait douter de ta propre valeur, non pas parce qu'il t'insulte ou te repousse, mais parce qu'il ne te choisit jamais vraiment. Ce genre d'homme vit dans un double décor. Il aime sa routine autant qu'il aime l'excitation que tu lui apportes. Il ne veut pas changer, il veut t'ajouter. Et toi, tu es l'ajout, pas la fondation. Tu es l'évasion, pas le foyer. Mais il te fera croire le contraire, avec des mots tendres et des silences lourds, parce qu'il sait que l'ambiguïté est le terrain parfait pour garder quelqu'un sans jamais s'engager. Il n'est pas rare que ces histoires commencent par ce regard qu'on ne soutient pas trop longtemps. Un regard fuyant, curieux, chargé d'un désir discret. C'est là que naît l'illusion, dans les noms dits, dans les sourires mesurés, dans ces gestes qui disent « je ne devrais pas », mais qui reviennent quand même. Ce jeu silencieux crée un frisson, une tension, presque une forme de magie. Pourtant, cette magie-là est souvent tissée dans les fils de la frustration et du manque. Ce qu'on oublie, c'est que ces hommes savent parfaitement doser leur présence.
Ils savent disparaître juste assez longtemps pour qu'on commence à douter, puis revenir avec juste ce qu'il faut d'émotion pour qu'on reste. Ils tissent un fil invisible entre eux et toi, mais c'est un fil qui ne soutiendra jamais rien de réel. Pas un projet, pas une maison, pas une vie. Tu crois parfois qu'il est prisonnier d'une relation morte, d'un mariage vide, de responsabilités trop lourdes. Mais il n'est pas enfermé. Il est à l'aise dans cette position. Il a trouvé un équilibre où il reçoit l'amour sans en donner pleinement. Il te parle comme à une complice, une confidente, une amante qu'il ne mérite pas, mais qu'il remercie de rester. Et tu restes parce qu'il t'implique sans te choisir, parce qu'il t'approche sans t'intégrer. Il y a ce paradoxe douloureux. Il te montre juste assez de vulnérabilité pour te donner l'impression d'être indispensable. Il partage ses doutes, ses peurs, ses colères même, comme s'il t'offrait une part de lui que personne d'autre ne voit. Et tu te dis que s'il se confie à toi ainsi, c'est que c'est réel. Tu penses que ce lien-là est unique, que ce que vous vivez est au-dessus des règles habituelles. Mais ce n'est pas une relation, c'est une échappée, une parenthèse qui ne s'ouvre que lorsqu'il le décide. Et dans cette parenthèse, tu fais silence, tu caches ton amour, tu ranges tes désirs, tu compresses ton impatience, tu deviens celle qui comprend tout, qui excuse tout, celle qui se convainc qu'aimer, c'est attendre. Mais non, aimer, ce n'est pas survivre dans les marges de quelqu'un. Ce n'est pas renoncer à sa lumière pour qu'un autre n'ait pas à affronter son ombre. Il te dit qu'il t'aime, peut-être sincèrement. Mais qu'est-ce qu'un amour sans place, sans jour, sans courage? Est-ce encore de l'amour quand il faut se taire chaque fois qu'on voudrait crier sa présence? Quand on doit se cacher pour ne pas gêner un monde auquel on n'appartient pas? Ce genre d'amour ne construit rien. Il épuise. Il fait grandir un vide. Et ce vide, c'est celui que lui refuse d'affronter et qu'il a simplement glissé dans tes bras. Parfois, ce n'est pas ce qu'il dit qui t'enferme, mais ce que tu ressens en sa présence. Il y a chez lui une chaleur, une intensité, un feu qu'il semble ne plus partager avec personne d'autre. Quand il te parle, tu as l'impression que le monde s'arrête. Quand il te regarde, tu crois y voir la sincérité brute, l'homme désarmé, celui qui ne joue plus. Et cette sensation est terriblement puissante, parce qu'elle te fait croire que ce que vous vivez est rare, presque sacré. Mais il y a une grande différence entre l'intensité d'un moment et la vérité d'un engagement. Il peut pleurer contre ton épaule, t'écrire des lettres enflammées, te faire l'amour comme s'il t'avait choisi pour toujours. Puis rentrer chez lui, poser son téléphone, embrasser ses enfants, s'asseoir à table avec celle qu'il n'a jamais quittée. Et c'est là, précisément là, que se loge la faille, dans cette capacité à vivre deux réalités qui ne se touchent jamais. Un homme qui t'aime vraiment ne mène pas deux vies. Il ne traverse pas des émotions aussi fortes avec toi pour ensuite les effacer dès qu'il ferme une porte. Il ne devrait pas être capable de te dire « je t'aime » en pleine nuit, puis de faire comme si de rien n'était au petit matin. Et pourtant, il le fait. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est divisé. Et cette division, il la porte depuis longtemps. Tu n'en es pas la cause, mais tu es devenu le terrain sur lequel elle se manifeste. Il y a une histoire qu'on entend peu, celle d'une femme, Camille, qui a aimé un homme marié pendant 4 ans. Il lui promettait de quitter sa femme à chaque printemps. Chaque automne, il repoussait. Il venait quand il pouvait, jamais quand elle en avait besoin. Il disait « Tu es mon refuge ». Et Camille l'a cru, parce qu'elle l'aimait vraiment. Mais l'amour, quand il n'est pas partagé dans l'acte, devient un piège. Un piège qui ne se referme pas d'un coup,
Il se resserre doucement, à chaque rendez-vous reporté, à chaque mot tendre sans lendemain. Ce qu'elle a compris trop tard, c'est que tout ce qu'il disait, il le pensait peut-être, mais il ne l'avait jamais choisi. Et l'amour sans choix n'est qu'un mirage. Tu peux croire à sa sincérité, tu peux sentir qu'il t'aime d'une certaine façon. Mais tant qu'il ne te donne pas sa vie, tant qu'il te garde en coulisses, tu n'es qu'une scène parallèle. Une belle scène peut-être, mais une scène qui se jouera toujours dans l'ombre. Et dans cette ombre, c'est toi qui t'effaces, pas lui. Parce que lui, il a déjà tout. Sa maison, son nom, sa stabilité. Toi, tu as juste une attente sans date, un amour sans public, un futur sans fondation. Il y a des douleurs qu'on ne dit pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne sait plus comment. Elles se sont installées lentement, sans fracas, jusqu'à faire partie du décor. Ce ne sont pas des tragédies criantes, mais des absences répétées, des mots qui n'ont jamais été prononcés, des gestes qu'on a attendus trop longtemps. C'est l'absence d'un « je suis fier de toi », le manque d'un regard qui comprend sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ce sont ces détails qui, accumulés, construisent un monde intérieur fragile, fait de silences retenus et de soupirs étouffés. Imagine Clara. Elle a 30 ans. Sa vie semble belle sur les réseaux. Elle poste des photos de voyages, de soirées entre amis, de plats colorés. Mais personne ne voit ce qu'elle ressent juste après avoir cliqué sur « Partager ». Elle regarde l'écran et se sent vide. Ce n'est pas une dépression, pas une crise. C'est une mélancolie sourde, persistante. Une sensation d'être en décalage, même avec ceux qu'elle aime. Parfois, elle se dit qu'elle devrait être reconnaissante, qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est précisément là que réside la blessure, dans cette impossibilité d'honorer ce qu'elle ressent, parce que rien ne le justifie objectivement. Carl Jung disait que ce que nous ne conscientisons pas revient sous forme de destin. Mais ce destin, parfois, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est une habitude, celle de dire « ça va » quand rien ne va, celle de répondre avec le sourire alors qu'on aimerait simplement être pris dans les bras, celle de se faire petit pour ne pas déranger, même adulte, même libre. Ce n'est pas que Clara n'a pas grandi, c'est qu'une partie d'elle n'a jamais pu s'exprimer. Et tant que cette voix reste muette, tout dans sa vie sonne faux, même les moments de bonheur. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour écouter ce qui a été tu. Il suffit parfois d'un instant de sincérité radicale, d'un moment face à soi-même, où l'on ose regarder ce qui fait mal sans fuir, sans expliquer, sans minimiser. Ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut réparer, mais la relation que l'on entretient avec son propre silence. Ce que Jung nous a transmis n'est pas une méthode, mais une voie, une manière de redescendre dans nos ombres, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Car ce n'est pas l'absence de douleur qui nous libère, c'est la capacité de l'écouter sans jugement, de la sentir sans honte, de la vivre sans masque. Là commence la vraie guérison. Et peut-être que tout ce chemin, ces blessures, ces silences, peut-être qu'ils n'étaient pas là pour nous briser, mais pour nous réveiller. Certains vivent toute leur vie comme en apnée, comme s'ils retenaient leur souffle sans même s'en rendre compte. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils fuient, mais ils fuient. Pas en courant, non. En travaillant trop. En aidant tout le monde sauf eux-mêmes. En pensant à l'avance à ce que les autres attendent. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est une forme de survie fine, élégante, camouflée. Une stratégie apprise sitôt qu'elle en devient une seconde nature. Se devancer soi-même pour ne pas être blessé. Prenons Yanis, 35 ans, coach sportif, énergique, sociable,
toujours souriant. Les gens l'aiment, il rayonne. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que ce rayonnement est une armure. Son sourire est un rempart. Depuis l'enfance, il a appris à être le bon fils, celui qui ne dérange pas, celui qui ne demande rien. Sa mère, fragile émotionnellement, s'appuyait sur lui. Son père, distant, ne le félicitait jamais, mais exigeait beaucoup. Alors Yanis a trouvé sa place. Il est devenu celui qui rassure, celui qui réussit, celui qui ne se plaint jamais. Mais à l'intérieur, il vit avec une tension constante. Chaque fois qu'il ressent un désaccord, il le ravale. Chaque fois qu'il a peur, il en fait de l'humour. Et quand il est seul, un vertige l'envahit, une impression étrange de ne plus savoir qui il est sans les attentes des autres. Il s'endort épuisé, non par les tâches accomplies, mais par l'effort de rester en surface. Il pense souvent à disparaître quelque part quelques semaines, sans prévenir personne, juste pour voir ce qui reste quand il ne joue plus aucun rôle. Ce qu'il ressent n'est pas une faiblesse, c'est la fatigue de celui qui n'a jamais eu le droit de se poser. Jung appelait cela la dissociation fonctionnelle. Quand on devient performant à l'extérieur, tout en étant absent de soi à l'intérieur. Ce genre de personne ne se brise pas visiblement. Elle s'efface doucement. Elle devient experte en gestion, en adaptation, en prévision. Mais elle oublie d'exister. Et dans cette absence de soi, elle s'éloigne du monde. Pas physiquement, mais intimement. Elle entend, mais ne ressent plus. Elle parle, mais ne se dit plus. Et même entourée, elle est seule. Ce n'est pas parce que personne ne l'aime. C'est parce qu'elle a appris à n'avoir besoin de personne. Et aujourd'hui, elle ne sait plus comment avoir besoin sans se sentir faible. Mais au fond, l'appel demeure. Ce désir de baisser les armes, de pleurer sans se justifier, de dire « j'ai mal » sans ajouter « mais ça va aller ». Ce n'est pas une régression, c'est une réclamation. Celle de l'âme qui ne veut plus performer, mais simplement exister. Il y a un instant très particulier, furtif mais bouleversant, où une personne commence à se demander « Et si ce que je ressens depuis toujours n'était pas une erreur, mais une mémoire ?» Pas une mémoire claire, datée, racontable, mais une empreinte, une sensation ancienne, collée au cœur, qui revient sous d'autres formes. Un frisson dans un moment de joie, une angoisse sans cause dans une pièce silencieuse, un sentiment d'étrangeté dans une foule familière. C'est comme si quelque chose en soi connaissait une vérité que la raison n'a jamais appris à nommer. Camille, 28 ans, n'a jamais connu de grand drame. Pas d'abandon, pas de violence. Une famille aimante, des études brillantes, une santé solide. Mais depuis toujours, elle se sent comme une étrangère dans sa propre vie. Elle joue les rôles attendus avec aisance. La fille douce, la professionnelle sérieuse, l'amie fidèle. Mais au fond d'elle, il y a comme une pièce vide, un lieu qu'elle n'arrive pas à habiter. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut vraiment, elle hésite. Non pas parce qu'elle manque de choix, mais parce qu'elle a appris à vouloir ce qu'on attendait d'elle, jusqu'à ne plus savoir ce qui l'habite vraiment. Jung appelait cela l'oubli de l'âme. Ce n'est pas un oubli volontaire, mais un effacement progressif, une adaptation si profonde qu'elle devient une seconde peau. Camille, comme beaucoup, a désappris à écouter ses instincts, ses intuitions, ses élans. Elle vit dans une structure élégante, mais désincarnée. Elle gère bien, mais elle vit peu. Et dans les moments de solitude, son corps se souvient de ce qui manque. Une tendresse non donnée, une liberté jamais tentée, une authenticité jamais permise. Ce genre de souffrance ne crie pas. Elle flotte, elle accompagne. Elle s'accroche aux gestes quotidiens, aux conversations banales. Et le plus grand piège,
c'est qu'elle peut passer toute une vie sans être identifiée. Car dans un monde qui valorise la stabilité, la compétence, le calme, cette douleur-là passe pour de la sagesse, de la maturité. Mais à l'intérieur, l'âme frappe doucement contre les parois. Et moi, où suis-je? La douleur de Camille n'est pas dans un manque extérieur, mais dans une déconnexion intérieure. Et cette blessure-là est peut-être l'une des plus difficiles à reconnaître, parce qu'elle n'a pas de visage. Pourtant, elle est bien réelle. Elle murmure dans le ventre, elle serre la gorge, elle brouille les rêves. Et un jour, elle devient intolérable, non parce qu'elle devient plus forte, mais parce que la personne en face d'elle devient plus consciente. Alors elle commence à chercher, non pas une solution rapide, mais un retour. Un retour à ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas dû s'adapter si tôt. Un retour à ce qu'elle est encore, derrière le silence. Il y a quelque chose de sacré dans la conscience qui s'éveille. Ce n'est pas une explosion soudaine, ni une révélation spectaculaire. C'est souvent un frémissement discret, une fissure dans l'armure, un moment où l'on s'arrête et l'on se dit « je ne veux plus me fuir ». Et cette décision, même fragile, même silencieuse, change tout. Elle ne change pas immédiatement le monde extérieur, mais elle modifie la façon dont on s'y tient. Ce n'est plus une performance, c'est une présence. Ce n'est plus une attente, c'est un retour. Rien ne se règle en un instant. Rien ne se guérit sans passer par des zones inconfortables. Mais quelque chose commence à se réaligner quand on cesse de se trahir au nom de l'adaptation. Ce que Jung appelait l'individuation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir ce que l'on est depuis toujours. C'est cesser de porter les masques qui nous ont protégés un temps, mais qui nous enferment désormais. C'est oser ressentir sans justification, aimer sans condition, dire non sans culpabilité, et surtout, exister sans permission. Imaginez maintenant que vous êtes seul dans une pièce, sans miroir, sans regard extérieur. Plus personne à impressionner, plus rien à prouver. Qui reste-t-il? C'est cette voix-là qu'il faut écouter. Celle qui n'est ni brillante, ni sage, mais vraie. Celle qui tremble encore, mais qui sait exactement où elle a été blessée. Celle qui, depuis l'enfance, attendait qu'un adulte l'écoute vraiment. Il ne s'agit pas d'en faire un combat. Il ne s'agit pas non plus de s'engloutir dans l'introspection éternelle. Il s'agit de se choisir, un peu plus chaque jour, d'apprendre à se parler comme on aurait aimé qu'on nous parle, d'apprendre à se poser, non pas quand tout est fini, mais précisément quand tout commence à faire trop de bruit à l'intérieur. Et si vous êtes ici, à lire cela jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard. Ce n'est peut-être pas une simple curiosité. C'est peut-être une partie de vous, enfouie depuis longtemps, qui vient de faire surface. Une part lucide, épuisée d'attendre qu'on lui donne l'autorisation de vivre. Elle est là maintenant. Elle n'a pas besoin de permission. Elle a juste besoin que vous ne l'abandonniez plus. Car le vrai miracle n'est pas de guérir parfaitement. C'est de commencer à vivre, avec tout ce que vous êtes. Même les morceaux brisés, même les parts oubliées, surtout elle.